Salut jeunes cyclistes dynamiques, une fois n'est pas coutume et confinement oblige, on n'aura peut-être pas autant de compte rendu de courses FFC qu'on aurait voulu en ce début de saison, et pour pallier ce manque, je vous propose un compte rendu d'une course Zwift que j'ai courue dans la dernière semaine du mois de mars. Cette course, c'est la 3R Classic Flat Race qui nous a emmenés sur 4 tours d'un circuit presque entièrement plat, et dans lequel finalement il n'y avait pas de grande difficulté outre celle de tenir dans le peloton. Pour ceux qui ne connaissent pas Zwift, il s'agit d'une application dans laquelle vous pouvez faire du vélo virtuel. Donc Zwift a une dimension open world, vous pouvez vous balader dans le monde virtuel de Zwift, mais aussi une dimension compétitive au travers de courses telles que celle-ci. Les coureurs sont séparés en catégories qui correspondent à leur puissance au seuil lactique ramenée à leur poids, donc leur FTP, Functional Threshold Power, en watts par kilo. Selon cette catégorisation, je tombe dans la catégorie A à plus de 4 watts par kilo. Donc c'est, vous voyez dans la liste des coureurs sur la droite, le nom de la catégorie est signifié par la présence d'une lettre et d'une couleur associée. Là vous voyez catégorie A, c'est le rouge, catégorie B, c'est le vert. Une des particularités des courses Zwift, c'est que comme dans une course de cyclocross, on va avoir des départs canons où il faut maintenir une puissance élevée sur les premières minutes de la course. C'est pour ça que je suis dans les 30 premières secondes, ici à plus de 400 watts. Donc tout l'objectif, tout le principe, c'est d'arriver à tenir dans le groupe à l'avant parce qu'une fois que vous avez perdu le groupe, il est impossible de remonter dessus. Donc très important de garder les roues au début de la course afin d'être dans le coup et d'y rester. Là on a une très légère pente, moi je suis assez avantagé parce que j'ai un rapport watts par kilo plutôt favorable. Entouré de B. Et ce que j'ai trouvé marrant à ce moment là, c'est que je suis entouré de gars de catégorie B, je suis quasiment le seul A dans le groupe dans lequel je suis. Donc je me dis bah, c'est bizarre, habituellement il y a des groupes de A devant et des groupes de B derrière, et là il y a vraiment un gros mélange et surtout beaucoup de B, ce qui m'a pas mal étonné. Ici j'ai l'impression que le rythme se calme, ou je sais pas si c'est parce que comme là on est dans une pente et que c'est plus les watts par kilo qui déterminent la vitesse, je suis plutôt avantagé, mais ça c'est plutôt calmé. Au passage en haut de cette côte, il faut naturellement être en mesure de relancer, sauf pour contrer la petite attaque qu'a lancée S. Léoné. Alors ce qui est marrant c'est qu'on voit sur la droite le nom des coureurs, le pays duquel ils sont originaires, ainsi que leur nombre de watts par kilo qu'ils développent instantanément. Alors c'est assez pratique pour savoir s'il y a des attaques qui sont lancées. Si vous voyez des fortes valeurs de watts par kilo s'afficher sur la droite, c'est probablement qu'une attaque est en cours. Et du coup, ça vous permet de savoir un petit peu quand vous aussi, vous devez peut-être un petit peu accélérer le rythme. Ah, il y a Mathieu Benalima. Et là, ce qui est drôle, c'est que je vois dans la liste des participants, je vous en parlais justement, M. Benalima, qui est Mathieu Benalima, un camarade du club, un camarade du PCO. Donc ça m'a fait rigoler parce que je savais pas du tout qu'il serait là sur la course. Donc ça m'a fait plaisir de voir son nom affiché dans Zwift. Je sais qu'en période de confinement, on est vraiment du coup tous contraints, avec plaisir ou non, d'utiliser Zwift et des applications d'entraînement indoor. Et ça m'a fait vraiment rigoler de le voir dans ce peloton alors que rien n'avait été prévu. Du coup, là, à ce moment-là, je suis vraiment dans la situation où, ça y est, le départ a été lancé, la course est un petit peu calmée. Je suis à l'avant du peloton, histoire d'être en mesure de répondre aux attaques éventuellement. Il y a vraiment un sweet spot dans Zwift, une sorte d'endroit où vous êtes vraiment dans le meilleur endroit. C'est maintenant, par exemple, ici, à 2 minutes 40, où je me trouve pile au bon endroit, c'est-à-dire 2 ou 3e ligne, dans une sorte de triangle. Au milieu de ce triangle qui est à l'avant du groupe, et ce qui permet en gros de bien surfer dans le peloton sans perdre l'opportunité de répondre aux attaques et de partir éventuellement avec des coureurs qui accéléreraient le rythme. Ici on n'est pas encore rentré dans le circuit que nous allons parcourir 4 fois. On est encore sur ce qu'on appelle le lead-in, qui est une section du parcours qui arrive avant le début de la répétition de circuit. C'est un peu comme la partie de course en ligne que vous avez avant d'arriver sur le circuit final. Là c'est un petit peu pareil, sauf que ce lead-in là est relativement court par rapport à ce à quoi on est habitué quand on voit les courses en ligne. Les mecs qui prennent pas les roues, ces enfoirés. Ici je me fâche un peu parce que les mecs devant moi ne prennent pas les roues de ceux qui partent, ce qui fait que si jamais il y a des cassures, il est plus difficile pour ceux qui sont derrière de les contourner pour rattraper les coureurs qui s'en vont. Du coup ça me fait un peu pester. Et là franchement je me sens assez bien. Vous voyez, regardez, il y a un truc intéressant aussi dans les courses Zwift, en Zwift en général, c'est le graphe que vous voyez en bas. Vous voyez l'espèce de graphe qui roule au début et après toutes les couleurs au fur et à mesure. Et bien ça, c'est un graphe qui permet de savoir dans quelle zone je me trouve en termes de puissance développée. Donc là par exemple, aux alentours de 290 watts, je suis en zone
4. En dessous, en zone 3. Donc zone 4, ça va être du jaune. Zone 3, ça va être du vert. Et en dessous encore, aux autour de 200 watts, je suis en zone 2, ça va être du bleu. Donc ça permet de savoir un petit peu quelle est l'intensité de l'effort que je suis en train de fournir tout de suite et celui que j'ai fourni précédemment. Donc on voit globalement, si je suis souvent en dessous de la zone 4, donc souvent en dessous du jaune, c'est que je me sens plutôt bien. Et si je vais souvent piocher dans le 4, donc dans le jaune, puis dans le orange, puis dans le rouge, c'est que là je suis en train de piocher un petit peu. Là on arrive du coup sur un des points décisifs de ce circuit, qui est une petite côte de 5%, donc assez roulante, seulement elle est petite, elle est très courte pardon, et le fait qu'elle soit courte fait que nous la prenions à peu près à bloc à chaque fois, donc on la prenait entre 350 et 400 watts, ce qui en faisait une difficulté dont il fallait savoir se défaire. Et là d'ailleurs, vous voyez que le groupe s'est largement réduit à l'avant, on a presque un petit gap. Du coup quand je vois qu'on n'est plus 4 ou 5, je me dis hop, il faut absolument exploiter cette opportunité, et du coup je lance une attaque un petit peu facteur, un petit peu assise entre guillemets, qui permet d'étirer le groupe au maximum et éventuellement de créer des cassures. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que dans les courses Zwift, il n'y a pas d'attaque énormes qui vont partir vers l'avant et qui vont créer des échappées, mais plutôt des accélérations, et ces accélérations ne vont pas forcément être soutenues par les coureurs derrière, et ça va créer des cassures assez naturellement. Du coup là ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de créer cette cassure, mais d'après ce que je comprends en regardant le tableau qui donne les écarts, alors le tableau à droite vous avez les écarts par rapport aux autres, cette accélération n'a pas été suffisante pour permettre une cassure, pour permettre l'extraction d'un petit groupe. Après la bosse, je me suis dit que c'était un moment pour réduire le groupe. C'est pas assez fort. Et du coup c'est pour ça que je le commande de cette manière. Je dis que ça aurait peut-être le bon moment mais que c'était pas assez fort. On a quand même un groupe assez rapide, on commence à reconnaître un petit peu les protagonistes principaux. Là on a S. Leon notamment, on a S. Gaunt, on a Scaramuza et un autre gars dont je me souviens plus le nom, c'est Prugnoli, qu'on va retrouver au fur et à mesure dans les groupes réduits, au fur et à mesure de la course, vous allez le voir. Et du coup il faut commencer à regarder un petit peu les coureurs qu'on voit souvent, donc on voit souvent le nom s'afficher, parce que ceux-là sont en général ceux qu'il faut surveiller. C'est un petit peu comme si vous aviez moyen de reconnaître les coureurs forts dans le groupe. On va les reconnaître en voyant souvent leur nom s'afficher, et des gens dont vous voyez souvent le nom s'afficher quand vous êtes à l'avant, ce sont en général des gens qu'il faut surveiller. Donc là par exemple S. Leon, C. Prugnoli, M. Hubert, F. Scaramuza sont des gens dont on voit souvent s'afficher le nom. Je pense aussi à Tavano, qu'on a vu souvent s'afficher. Et du coup, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir marquer un peu les coureurs dans Zwift en les voyant. Si vous les voyez souvent s'afficher, et que vous êtes souvent à l'avant du groupe, c'est probablement que c'est des gens sur qui il va falloir compter et dont il va falloir surveiller les attaques. Donc ici, on a une partie en faux plat descendant, ce qui a tendance dans Zwift à ramener les groupes ensemble et à créer et à permettre de se reposer entre guillemets, parce que ça va être plus difficile pour faire accélérer le groupe puisqu'on est en descente, et du coup les autres qui arrivent par derrière vont pouvoir se reposer. Et rentrer dans le groupe. Ça y est, on a un groupe là, on a un groupe. Ils sont à 8 derrière. À 8 secondes derrière. Là, tous les gars, là, c'est un groupe. Ce que je vois, c'est que dans le tableau à droite, les autres coureurs décrochés sont à 8 secondes. Ce qui veut dire que la victoire va se disputer entre les gars qui font partie de ce groupe-là. Parce que c'est très rare que des groupes puissent revenir sur des groupes qui sont constitués à l'avant, des coureurs les plus forts qui étaient au départ. Ok, maintenant, je vais rien foutre et attendre. Donc du coup, tactique, je viens de l'expliquer, maintenant, ne rien faire et attendre, parce qu'en général, sur ce type de circuit, ce qui se passe, c'est que le groupe roule pleine balle jusqu'à la fin, et ensuite, tout se termine au sprint, vous allez voir. Et là, effectivement, je mets mon plan à exécution, hein, globalement, je me débrouille pour ne pas faire grand-chose, seulement, il y en a d'autres qui en ont décidé un petit peu autrement et qui décident d'accélérer la cadence après le passage au virage. Et d'ailleurs, vous allez le voir, c'est un petit peu là que tous les gens qui voulaient attaquer se donnaient un peu rendez-vous pour essayer de monter la cadence. Ce que je voulais aussi vous montrer dans cette course, c'est qu'il y a un autre élément, un autre point qui va être décisif à chaque fois, c'est cette petite ascension de 4 à 5% après le virage à gauche qu'on voit maintenant. Et bien cet endroit-là, à chaque fois, ça a vraiment été le moment où tout le monde a été poussé un petit peu à la rupture, moi compris. Et j'ai à chaque fois énormément souffert des accélérations du tempo à cet endroit-là.
Parce que naturellement ça monte, du coup pour maintenir de la vitesse il faut augmenter l'intensité. Et les gars se mettaient à rouler là-dedans et ça rendait le fait de devenir un peloton extrêmement difficile. Surtout à cet endroit-là, passer la petite statue du mec en vélo, là quand on passe à plus de 5% et qu'il faut arriver à mettre 400 watts pour remonter dans le groupe, c'est assez difficile. Et ça m'a vraiment à chaque fois fait piocher pas mal. Et au fur et à mesure que les tours passent, ça devenait de plus en plus difficile. Ça roule. Et vous l'aviez vu au premier tour, le moment où j'ai lancé la petite attaque juste après cette petite côte, ça a été un moment où justement on pouvait constituer des groupes à l'avant, et du coup c'est ce qui se passe encore une fois ici. 3 coureurs qui sont à l'avant et que je dois essayer de récupérer. Évidemment, Air Tavano, catégorie C, ou 6 watts par kilo. Donc là j'ai l'impression d'un peu de faire tout le boulot, donc le mec qui arrive derrière moi. Allez, passe-moi là. Relais-moi, enculé. Et l'autre gars en bleu qui arrive derrière, au lieu de me passer un relais gentiment, et il reste à l'arrière, ce qui est le don de me faire rager naturellement. Ce qui est le don de me foutre en rogne. Quoi qu'il arrive, plus de peur que de mal, puisqu'on arrive à récupérer les 4 coureurs qui étaient partis à l'avant, et là le groupe s'amenuise de plus en plus, enfin la taille de ce groupe s'amenuise de plus en plus, puisqu'on est à peu près une petite dizaine, passé les 12 minutes 30 de course. Ce qui fait que finalement, je suis quand même dans une position pas trop mal pour disputer une bonne place dans le final. Là on voit vraiment, si on regarde sur le tableau à droite, qu'on commence à décrocher pas mal de gars, les Bergman, les Posa et tout cela, ils vont dégager, et on arrive à un groupe d'environ 10-12 coureurs. Les courses Zwift, ce sont vraiment des courses d'attrition, où en fait ça roule la balle à l'avant, et au fur et à mesure les mecs pètent un par un, et finissent par décrocher le groupe de tête, qui lui se dispute la victoire. Moi là c'est dur, on voit globalement mon cardio dériver vers les 180 ballons par minute. Je vous rappelle quelques éléments importants pour la compréhension de mes données. Ma fréquence cardiaque au seuil 181-182 battements par minute. Ma puissance au seuil 310 watts. Et ma PMA 375 watts. Donc en gros dès que je suis au-dessus de 375, je suis vraiment en train de piocher et ça ne peut pas durer beaucoup plus que 1 ou 2 minutes max. Et dès que je suis au-delà des 310, pareil, plus de 5 minutes, ça devient difficile. Là, retour dans la partie descendante, retour dans l'endroit où on peut vraiment faire l'état des lieux. Sur ce circuit, on peut faire l'état des lieux de ce qui se passe à l'avant de la course. Là, je me permets vraiment de me reposer à cet endroit-là. Vous voyez, je tombe en zone 2, en zone 3. Et comme je vous l'ai dit, ça permet de faire l'état des lieux. Puisque comme le groupe se rassemble un petit peu à la faveur de ce faux plat descendant, eh bien on a moyen de voir un petit peu qui en fait partie. Et là en l'occurrence 13e position avec 2 ou 3 gars derrière moi, je suis dans le top 15. Donc ça veut dire qu'à ce moment là de la course, j'étais en mesure de disputer un top 15 au moins. Ce qui me ravissait pas mal, parce que je suis très content finalement de me rendre compte que je commence à me faire à la course Zwift. Au début j'étais vraiment nul à chier et ça commence à devenir un peu plus naturel, en tout cas un peu plus facile à encaisser, qu'il s'agisse de la puissance, parce que j'ai un peu progressé, mais aussi du placement et de la tactique en course. Donc après ce virage, le virage en épingle ici, il y avait à chaque fois des velléités des gars de l'avant d'en mettre un petit peu plus et d'attaquer en relançant. Effectivement, c'est ça qui se passe ici au 15e kilomètre. On est sous le feu de Air Tavano, qui est inscrit en catégorie C, mais qui pousse des watts de catégorie A voire catégorie A+. Là pour le coup, je suis pas trop mal placé pour répondre à son attaque, pour une fois. Et du coup, ça se passe pas trop mal. J'arrive à garder les roues sans trop payer, sans passer trop de temps en zone 5 et en zone 6. Donc là c'est vraiment à chaque fois un petit peu un test, hein. C'était toujours des bruits de sabre sans forcément que ça ait des conséquences de fou. En revanche il fallait être attentif à chaque fois, après ce virage en épingle, à bien pouvoir répondre aux attaques éventuelles. Ce qui est marrant c'est qu'on a encore perdu des gens, il y a encore un gars qui est à plus 1 seconde et qui a subi ce petit coup de semonce après le virage en épingle. Et juste après, à cet endroit-là, on arrivait quasiment directement sur la route qui mène à la petite côte qui faisait 6 miles à chaque tour. Et ici, à l'orée de la 17e minute de course, certains n'ont vraiment pas voulu attendre avant d'arriver dans la partie la plus dure de l'ascension, la petite côte, puisqu'ils ont commencé à envoyer les watts direct
avant même que ne commence réellement le pied de la bosse. Là dans le faux plat c'est déjà en train d'avoiner parce que je suis obligé de mettre 350 watts, 5,5 watts par kilo pour tenir dans ce groupe là. Tout ça est un petit peu mené par C. Prugnoli qui étonnamment est en vélo de chrono, ce qui n'est pas commun dans les courses Zwift puisque les vélos de chrono ne bénéficient pas du draft du peloton. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'il doit pousser le vent tout le temps même s'il est dans le groupe, ce qui est très bizarre. Et du coup là commence la fameuse petite côte qui à chaque fois a su me mettre en PLS. Ici on arrive à la mi-course environ, puisqu'on est, il nous reste 13 km à parcourir, sur les 27 je crois qui étaient à parcourir au début. Et ça commence à devenir assez difficile, j'arrive à 181 battements, et je sais que j'arrive déjà avec le cœur assez haut dans une partie qui devrait normalement me coûter encore plus cher en termes de pulsation. Naturellement, dès que je vois arriver la côte, je relance un peu plus tôt, histoire d'être certain d'avoir les watts au moment d'arriver dedans. Et à chaque fois je profite un petit peu de cet effort là pour remonter dans le groupe. Et pour pas me faire lâcher, parce que c'est vraiment le moment où on est susceptible de se faire larguer. Donc en restant dans les premières positions, en général on souffre un petit peu moins de l'élastique. Dans Zwift en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Et ici un nouveau moment décisif, la petite partie plate dans laquelle tout le monde essaie de se barrer et essaie de faire craquer ceux qui ont souffert dans la partie ascendante. Naturellement, il a fallu se battre pour rester au contact. Arrivé dans la partie en faux plat descendant, j'ai bien cru me faire lâcher pour la première fois dans cette course. En gros, là, le départ qui s'est initié devant moi m'a vraiment forcé à aller chercher un maximum de ressources. C'est pour ça que je me baisse vraiment comme si j'étais en position aéro. Ça me permet d'appuyer un peu plus fort sur les pédales. Mais fort heureusement, j'arrive à coller dans le groupe. J'ai fait l'effort et grâce à cet effort-là, ça me permet de rester dans la course à la victoire. Parce qu'en réalité, voilà, maintenant qu'on est tous à l'avant, la victoire va se jouer entre les gars qui ont réussi à coller à ce groupe. Donc fort heureusement, ça roulait pas trop fort non plus dans cette partie plate, ce qui m'a permis de conserver les roues et de rester un petit peu dans le groupe. Là, on voit vraiment bien comment est constitué le groupe des finishers, entre guillemets. Là, on voit, on est 11. Dans ce groupe-là, je suis en dernière position du groupe et derrière moi, les gars sont lâchés. Du coup, ça me permet de savoir que je suis probablement dans le top 11. Je serai dans le top 11 sur la ligne, ce qui est plutôt pas mal pour une des premières courses de reprise sur Zwift. Naturellement, c'est pas simple, hein, parce que devant, on a des gars comme R. Tavano et S. Leon qui sont pourtant inscrits en catégorie C et en catégorie B, mais qui envoient des watts comme si c'était leur métier. Donc c'était assez effrayant, ce qui fait que je suis un petit peu dépité à me dire ouah putain je me fais exploser. Et c'est vachement dur. On est bientôt aux 2 tiers de la course, j'étais assez content de ça. En revanche, j'avais vraiment l'impression à ce moment-là que j'allais craquer avant la fin de la course. Je vais craquer avant, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans l'arrivée dans cette côte. Là, j'ai vraiment beaucoup d'écart, beaucoup de distance. Et je me dis, Nico, maintenant il faut raccrocher, il faut vraiment tout mettre là-dedans. Et du coup, je commence à fournir mon effort dans la partie ascendante. Je savais à chaque tour, que j'avais un petit avantage dû au fait que je suis pas trop lourd, ce qui me donne un petit avantage dès que ça monte. Et du coup, je m'en suis vraiment servi. J'ai vraiment mis le plus de mes forces dans cette petite côte pour essayer de revenir au contact, de revenir à l'avant du groupe, pas de me faire avoir dans la partie plate juste après. Ce qui fait que, en fait, je dois dire, même si c'était difficile pour tout le monde, je pense que cette petite côte m'a vraiment aidé à... En tout cas, le profil de la course m'a vraiment aidé. Puisqu'à chaque fois, j'avais vraiment moyen... Ok, en me sortant les tripes, mais quand même, j'avais quand même moyen, j'étais quand même capable de raccrocher le groupe et de revenir à l'avant de ce groupe. C'est trop vite. En me servant de cette petite bosse qui me permettait, grâce à mon rapport poids-puissance relativement favorable, de remonter et de rester dans le coup. Toujours 11e dans ce groupe, toujours dans un groupe de 11. Ici j'ai vraiment payé, je suis vraiment en train de payer mon effort, celui que j'ai fourni dans la bosse. Mais assez rassuré, je me dis que je vais bien pouvoir récupérer dans les parties d'après et que je vais sûrement pouvoir rester dans les roues pour essayer de disputer une bonne place, quoi, un petit top 10, pourquoi pas. Là c'est vraiment dur, là on voit bouche grande ouverte, respiration assez rapide hein, malgré tout. Et l'obligation de relancer à chaque virage, ce qui est vraiment pas agréable du tout. Ce
qui casse à chaque fois pas mal les pattes, qui fait mal, en plus d'augmenter l'intensité et de faire souffrir au niveau cardio. Là j'ai vraiment l'impression que je vais encore me faire bananer et me faire sortir du groupe, mais je réussis malgré mon épuisement à revenir sur le groupe au moyen d'un effort qui me fait passer largement au-dessus des 181 BPM, puisque je me balade parfois pas trop loin des 185. Là j'ai vraiment l'impression que je vais me faire lâcher, hein. Là je suis tout seul avec un groupe devant moi qui commence à se constituer, le groupe du top 10, et je me dis non, je vais pas les laisser partir. Je veux aussi faire partie de ce final, je veux aussi pouvoir participer à la course qui se joue devant moi, et du coup je m'arrache vraiment au maximum pour essayer de revenir avant la partie en faux plat descendant qui est plus favorable au repos. Et du coup, arrivé ici, je me dis ça y est, je suis dans le faux plat descendant, je suis sauvé, je suis là à l'endroit où il faut que je sois, et là ça va être bon. Là on arrive dans le dernier tour, me semble-t-il, le dernier tour de la course, ce qui devrait me permettre de disputer le final avec tous ces gars-là qui sont autour de moi. Là c'est vraiment dur, je pense que je joue ma place sur cet effort-là, sur d'abord le premier effort dans la bosse, celui qu'on a vu juste avant, mais aussi sur cet effort qui me permet de revenir sur le groupe alors que je me voyais déjà lâché. Ici encore une fois, hein, il faut vraiment rester attentif dans Zwift, ne jamais laisser trop d'écart, parce que si vous laissez trop de cet écart-là, vous vous retrouvez lâché et vous avez perdu votre place, et du coup vous vous retrouvez tout seul dans la pampa, comme si en fait vous venez de prendre un coup de bordure et qu'il vous était impossible de revenir sur le groupe duquel vous venez vous faire éjecter. Cela dit ici, bon, assez confiant dans ma capacité à rester dans ce groupe-là et à répondre aux attaques éventuelles. Là on a S Léoné qui est en train de carburer à l'avant à 6.6 watts par kilo à la 28e minute, ce qui n'est pas très rassurant, mais tout de même je réussis à m'accrocher et à faire en sorte de rester dans ce groupe-là. Et là, un des moments de vérité de cette course, encore une fois, la petite bosse qui nous fait remonter jusqu'à l'espèce de rond-point là en haut. Là évidemment, c'est un petit peu le chantier, tout le monde joue un peu sa vie dans cette bosse, et moi je sais qu'à chaque fois je peux rentrer à la faveur de l'inclinaison, à la faveur de la pente, et du coup je joue vraiment cet atout à chaque fois, à chaque tour, et j'essaie de me servir de ma puissance au moment où la pente devient vraiment plus forte. C'est maintenant, ici, juste après la statue du gars en vélo, que vraiment je fournis mon effort, j'essaie de monter à 350-400 watts pour pouvoir rester au contact, rester dans ce groupe et disputer la gagne qui va se jouer dans 2 km, vraiment dans très peu de temps. C'est vraiment le dernier moment où il faut vraiment fournir cet effort-là et se mettre au rupteur pour rester dans le groupe et pouvoir jouer ce top 10. Là d'ailleurs, le groupe s'est encore réduit puisque je suis 8ème, on a plus que 2 gars derrière, donc on est 10 et non plus 11. Et c'est vraiment ici que tout va se jouer. Là, au moment où on arrive dans le money time, il va se passer un truc qui est typique de Zwift. Devant moi, là je suis au contact du groupe. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va doubler un groupe de lâchés. Et en fait, en doublant ce groupe de lâchés, je vais plus être en mesure de savoir où sont les gars de mon groupe et où sont les gars du groupe de lâchés. Et du coup, je vais me retrouver à prendre une cassure. Ce qui s'ajoute en plus à l'effet qu'on appelle de sticky draft dans Zwift. Cet effet qui fait que quand vous traversez un groupe de coureurs qui roulent moins vite, vous êtes comme collé dans leur abri et du coup vous devez forcer plus fort pour conserver la même vitesse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je me suis retrouvé dans le sticky draft du groupe qu'on venait de dépasser, ce qui a permis au groupe de devant, qui lui a bien intégré le fait que le sticky draft allait jouer contre eux, à accélérer en traversant le groupe de lâchés. Et cette accélération va créer cette cassure, ce qui fait que maintenant je ne me bats plus que pour la 7ème place, me semble-t-il, à ce moment-là, ou 6 ou 7ème place, au passage à la flamme rouge. Donc là je suis en train de préparer le sprint pour cette place-là, puisqu'il est improbable que nous revenions sur les 4 coureurs qui sont à l'avant, hein, Hubert, Tavano, Léon et Parker. Du coup, j'accepte un petit peu la condition qui est la mienne et je décide d'essayer de jouer cette 5ème place et de gagner, de la remporter au sprint. Pas de problème, on a quand même des gars qui décident d'attaquer à 700 mètres, ce qui est assez étonnant.
Et notamment, c'est Prugnoli qui lance une attaque à 7 watts par kilo, 7,5 watts par kilo. Une attaque que je suis absolument incapable de rattraper, en tout cas de matcher. Et bah, du coup, voilà, on va se battre avec les gars qui sont restés derrière. Et à ce moment-là, en fait, il s'agit dans Zwift d'essayer de prendre une place qui est derrière. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes derrière, vous pouvez lancer votre sprint et profiter de l'abri de tous les coureurs du groupe duquel vous faites partie. Et je lance le sprint à environ 200 mètres. Malheureusement, je suis tellement flingué, j'ai vraiment les jambes fusillées. Je peux pas dépasser les 550 watts. Et du coup, je suis battu par S. Gaunt sur la ligne. Donc, me semble-t-il, 7ème sur la ligne, à 7 secondes du vainqueur. Regardez les statistiques très rapidement. On est à 302 watts sur 34 minutes, avec une moyenne à 169 battements. Ce que je savais, c'est que devant moi, il y avait un certain nombre de coureurs qui allaient être disqualifiés, notamment Artavano en catégorie C, le coureur qui était en vélo de chrono puisqu'il produit 513 watts, ce qui est totalement impossible au niveau amateur, donc c'est probablement qu'il y a un problème de calibrage de son home trainer. Probablement il y a 3 disquaves, je suis 4. Donc ce qui voulait dire que dans le classement officiel expurgé des anomalies de puissance, des mauvais enregistrements de catégorie, j'allais probablement avoir un meilleur classement et c'est ce qu'on va voir sur Zwift Power dès maintenant. Zwift Power, c'est un petit peu le lieu où se trouvent les classements entre guillemets officiels, ou en tout cas un peu plus sérieux des compétitions sur Zwift, et qui vous permet de vous classer avec un souci d'équité entre les coureurs. Et en allant faire un tour sur Zwift Power, quelle fut ma surprise, ma bonne surprise, quand j'ai découvert qu'après avoir retiré les coureurs déclassés, j'obtenais une 4ème place sur cette course, bon au pied du podium, mais quand même c'est pas mal, je me suis plutôt bien débrouillé finalement. Surtout j'ai bien résisté à l'envie d'abandonner, plusieurs fois je me suis dit j'y arriverai jamais. Et j'étais assez content de pouvoir faire une performance correcte sur cette course qui pourtant n'était pas forcément favorable à mon profil. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais naturellement avoir beaucoup plus de courses indoor à vous montrer cette saison. J'essaierai de vous donner quelques petits conseils à la faveur de ces comptes rendus. La suite arrive très bientôt et d'ici là je vous dis allez, ciao!